qui va traiter aujourd'hui du sujet du SEM, ce qu'on appelle en bon chinois le Search Engine Marketing, ou publicité sur les moteurs de recherche, que ce soit Bing ou Google. On va surtout aujourd'hui axer cette courte vidéo, puisqu'une formation de SEM dure en général près de 2 jours. Et là, on doit tout vous rassembler en 1 heure. Donc, on va vraiment survoler un programme en particulier, qui est le programme Google Ads. Donc, qui je suis? Je me présente brièvement, Laurent Lucas. Je fais du marketing sur les moteurs de recherche depuis maintenant près de 20 ans, même un peu plus de 20 ans. J'ai eu la chance de créer plusieurs entreprises qui ont depuis été cédées, entreprises spécialisées soit en marketing de façon naturelle, dans ce qu'on appelle le SEO, référencement naturel ou organique, et des entreprises et ou agences spécialisées dans le marketing sur le moteur de recherche payante, donc le fameux SEM, essentiellement sur Bing et Google. Ces agences ont eu une belle vie et je suis aujourd'hui on va dire, indépendant. J'offre mes services à des clients et je donne des formations sur aussi bien Google Ads que le SEO et la suite des différents produits de Google comme Google Analytics ou encore Google Tag Manager. La formation, donc je l'ai précisé, est assez ramassée. On a vraiment concentré beaucoup les choses. On va donc regarder rapidement l'écosystème Google Ads, comment structurer ses campagnes en fonction de ses objectifs, et on verra ensuite les bonnes pratiques et les mesures en termes de performance. On va simplement s'attarder sur les campagnes dites de recherche ou campagnes de search. On ne va pas repasser les campagnes vidéo, les campagnes Google Shopping, les campagnes de notoriété ou encore les campagnes de display. Ça pourra peut-être faire l'objet d'autres vidéos dans le futur. Donc, l'objectif de ce module, c'est de comprendre effectivement un petit peu l'écosystème de Google. Tout d'abord, un petit lexique des termes usuels, puisque si vous n'êtes pas familier au marketing sur les moteurs de recherche, au marketing numérique de façon générique ou générale, il est important en fait de comprendre les différentes expressions qu'on va utiliser par la suite. Alors, on a effectivement le compte Ads. Le compte Ads, c'est quoi? C'est l'entité première du compte. Exemple, ça peut être une entreprise. On a ce que Google appelle une interaction pouvant être un événement clic, pouvant être une vue relative à une vidéo de votre campagne. En fait, si vous avez un clic, Google l'appelle en fait une interaction. Le CTR, alors ça c'est un terme qui va revenir assez souvent. Le CTR, c'est quoi? C'est le ratio entre le nombre de clics divisé par le nombre d'impressions. Nombre de clics, je pense que vous comprenez facilement ce que ça veut dire. Impression, c'est quoi? C'est lorsqu'une de vos publicités via le programme Google a été exposée à la vue d'un usager. Alors, si vous avez 100 impressions et vous avez 10 clics, votre ratio sera donc de 10 divisé par 100, 10%. Le CPC moyen, c'est le coût moyen que vous allez devoir payer à Google pour chaque clic qui va être enregistré dans votre campagne. L'attribution, c'est une conversion ou un ensemble de conversions. Une conversion, ça peut être un formulaire de compléter, ça peut bien sûr être pour les sites e-commerce un achat, ça peut être pour ceux qui ont une application, le fait d'avoir téléchargé une application, et un ensemble de conversions pourrait être par exemple différents endroits importants sur une page web qui auraient été cliqués ou différents éléments de la page qui auraient pu être vus. Impression visible, c'est le taux d'impression qui a été réellement vu. C'est surtout important pour les bannières, donc quand on fait des campagnes de display, qui a réellement été vu par les yeux d'un usager. Je vous rappelle que Google enregistre une impression, et ça c'est bon aussi bien pour le référencement naturel que pour le SEM, à partir du moment où il y a une requête, donc une recherche effectuée, qui a déclenché l'affichage de votre bannière ou de votre publicité. Sur Google Ads, on va le voir tout à l'heure, il y a des bannières, enfin des liens payants qui affichent en haut de la page, donc toutes les chances du monde que les gens les aient réellement vus. Et il y en a aussi qui affichent tout en bas de la page. Et là, très honnêtement, il y a beaucoup moins de chances qu'un usager ait pu voir votre publicité si elle est vraiment spotée, si elle est positionnée en bas de la page. Le CPV moyen, c'est le coût moyen pour chaque vue d'une campagne lorsque vous faites une campagne dite de vidéo. La vue est comptabilisée toujours pour les campagnes de vidéo lorsqu'une vue de vidéo de 30 secondes a été réalisée, si elle est complète, ou si elle est moins de 30 secondes, si une partie de cette vidéo a été vue. Donc, une vue est comptabilisée pour une vue de vidéo de 30 secondes ou complète si elle est de moins de 30 secondes. Enfin, niveau de qualité, qui est
un niveau que Google en fait a apporté au sein du programme Ads il y a à peu près maintenant 1 an et demi, 2 ans. C'est une note qui va de 1 à 10 et qui va sanctionner finalement la qualité de vos mots ou expressions clés que vous avez sélectionnés versus le thème de votre campagne, versus les pages sur lesquelles ou la page sur lesquelles les gens vont cliquer une fois qu'ils auront vu votre annonce. Cette note, on va le voir, a une importance majeure dans le coût qui va vous être facturé pour chacun des clics que vous allez générer via une campagne de Google Ads. Alors, les avantages de Ads sont effectivement multiples. On parle de facilité de gestion, de vous à moi. C'était peut-être vrai il y a encore 5-6 ans. J'ai découvert le programme Ads en 2004, donc pratiquement à tous ses débuts. On était aux antipodes de ce que l'on a aujourd'hui. Ça devient beaucoup plus compliqué que ça ne l'était. Ça reste, cela dit, relativement abordable pour le kidam ou le commun des mortels. Et il y a surtout que Google va vous proposer, et nous propose, même à nous qui en faisons tous les jours, de lui donner la main. C'est-à-dire qu'il va vous demander de plus en plus de passer en mode automatisé pour la gestion de vos campagnes, ce qui peut paraître simple et un avantage, mais il y a un coût relié à ça. Il ne faut pas oublier que Google n'est pas une ONG, il est là aussi pour faire un peu de sous. Publicité ciblée, c'est clair qu'avec Google Ads, on peut, comme Bing d'ailleurs, on peut cibler de façon très claire à qui on veut parler, qui on veut rejoindre, des hommes, des femmes, une tranche d'âge, bien sûr par les mots-clés ou les expressions qu'on va pouvoir ajouter, sur des thèmes, sur des audiences. Donc il y a énormément de ciblage possible. On peut mesurer en tout temps les performances de sa campagne. Est-ce qu'elle a généré des vues? Est-ce qu'elle a généré des clics? Et surtout, est-ce qu'elle a généré des conversions? Et enfin, un contrôle des coûts, puisque c'est vous qui décidez du budget que vous êtes prêt à mettre dans Google par jour ou par mois. Et ce budget va être respecté plus ou moins par Google, mais en général, il est respecté quasiment à la lettre et il ne sera pas dépassé. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qui est très intéressant parce que si vous voyez que la performance n'est pas là, vous pouvez baisser votre budget, arrêter, modifier vos campagnes, les remettre en ligne, les optimiser, de façon à essayer de trouver la meilleure recette, en fait, on pourrait dire, de la sauce béarnaise, c'est-à-dire le mix entre le beurre et les jaunes d'œufs. Là, ça va être le mix entre les coûts, les performances et les conversions que vous pourriez enregistrer. Alors, la différence entre du référencement naturel et du référencement payant, j'aime pas tellement d'ailleurs le terme référencement payant, mais je dirais plutôt entre du SEO et du SEM. Il est assez facile à trouver. Si on regarde ici sur cette capture qui date d'il y a déjà quelques années, on voyait effectivement très bien la différence entre le payant, c'est ce qu'on a ici dans le carré, le rectangle qui est vert. Alors, il pouvait être vert, jaune, orange ou pastel avec des couleurs un petit peu discrètes, mais au moins on le voyait très bien. Puis il y avait sur le côté ici cette grande bande de liens payants et parfois on en avait même qui se trouvaient effectivement tout en bas. Avec l'avènement de la fiche Google My Business, avec l'avènement du mobile surtout, Google a supprimé toute cette colonne de droite et n'affiche aujourd'hui que des annonces en haut et ou en bas d'une page. Alors on voit par contre effectivement que la différence ici, elle était assez notable entre le positionnement payant et le référencement naturel. Aujourd'hui, la différence est de moins en moins visible et sur un mobile, c'est encore plus difficile de faire la différence entre un lien payant et un lien naturel. On a plusieurs types de campagnes au sein de Google Ads, tout comme d'ailleurs au sein de Bing Ads. On a ce qu'on appelle les campagnes dites de recherche ou campagnes de search. Donc là, vous sélectionnez, vous mettez des mots ou des expressions clés dans votre compte et dès qu'une personne va taper, chercher cette expression ou quelque chose qui s'en rapproche, votre annonce va effectivement pouvoir s'afficher en haut ou en bas des résultats de recherche du moteur. Ça, c'est effectivement ce qu'on voit ici, les campagnes dites de recherche. Donc, les campagnes de recherche ont différents types d'annonces. On va passer brièvement tout à l'heure dessus, qui sont avant tout des annonces textuelles. Il n'y a pas d'image qui affiche dans les résultats de recherche. On a ensuite les campagnes dites de partenaires de recherche, donc c'est le même principe. Vous sélectionnez des mots, des expressions, vous créez des annonces textuelles, sauf qu'elles vont effectivement afficher, on voit l'exemple ici par exemple sur Kijiji, ça peut être sur des sites partenaires de Google. Alors ces sites vont être rémunérés à plus ou moins 50-55% de la valeur du clic. Donc ils affichent une annonce Google, vous cliquez, si le clic coûte $, l'éditeur du site va récupérer 55 sous et Google va en récupérer 45. C'est à peu près la moyenne. C'est toujours intéressant de sélectionner le réseau dit partenaire de recherche.
On a ensuite les annonces shopping, on va passer très brièvement dessus parce qu'en fait, on pourrait faire une vidéo simplement sur les annonces shopping qui, elles, vont mettre en avant des produits. Donc, annonce shopping, ça veut dire qu'il faut effectivement avoir un compte Google Merchant Center, il faut pouvoir entrer ses produits ou avoir un flux de produits qui va être capable de récupérer votre inventaire et il va afficher en temps réel, dès qu'une personne va faire une recherche sur un mot-clé ou une expression clé qui s'approche de ce que vous avez comme produit, il va vous afficher à ce moment-là, non pas dans le milieu, ça peut arriver si on est sur un modèle shopping gratuit, mais lorsqu'on est dans le modèle shopping payant, on va être tout en haut de la page avec une petite image, un petit bout de texte, un prix. Si le prix est en promotion, ça va être indiqué. Si la livraison, comme ici par exemple, est gratuite, ça va être indiqué également. Et lorsque vous cliquez sur l'image, vous allez pouvoir arriver sur la page web du site en question qui vend ce produit. On a ensuite, pour les annonces display, donc on va juste passer là-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire où est-ce qu'elles affichent. Alors là encore, ça peut être soit les sites qui appartiennent à Google, comme YouTube ou Gmail par exemple, ou ça peut être des partenaires qui, eux, vont également afficher non plus des annonces textuelles, mais des annonces graphiques, c'est-à-dire une annonce où il va y avoir un logo, il va y avoir de l'image, il peut y avoir aussi de la vidéo, le cas échéant. Donc là, on a un exemple sur une annonce textuelle au sein du réseau de Google, donc au sein de Gmail. Et ici, on voit par exemple sur YouTube l'annonce qui est en haut, l'annonce Ford, qui est une annonce publicitaire via Google Ads qui a été diffusée sur la plateforme YouTube. Et puis donc les sites partenaires du réseau, donc le réseau s'appelle dans ce cas de figure AdSense. À ce moment-là, ici, je suis sur un site dans une section automobile. On parle effectivement de Formule 1, on parle de Mercedes. En haut, l'annonce que vous voyez juste ici avec la Honda, c'est une annonce via le programme Google Ads, mais qui est diffusée sur le réseau AdSense. Donc là, vous êtes effectivement, encore une fois, facturé soit au clic, soit vous avez le choix aussi d'être facturé à ce qu'on appelle aux 1000 impressions. Donc à chaque fois qu'une 1000 impressions ont été comptabilisées sur une de vos annonces, vous payez Google. Ensuite, on a les applications mobiles, donc des campagnes pour mettre en avant une application. Donc là, on peut afficher au sein même d'autres applications, on peut afficher au sein même des différentes plateformes qui vont héberger les applications, que ce soit Android ou que ce soit iOS. Ça pourrait aussi être sur des sites et vous pourriez aussi voir certaines de vos annonces display affichées sur des applications en tant que telles. Sachant que les applications, il faut se méfier un petit peu parce qu'il y a il y a de tout dans les applications. Google n'a pas un contrôle aussi fin que sur les pages web. Alors, il y a beaucoup d'applications dites de jeux, d'applications parfois limite un petit peu de X, hein, même si Google est contre ça. Donc, il faut y aller avec prudence. C'est un petit peu, je dirais, une boîte de Pandore qui risque fort de vous coûter assez cher assez rapidement. Donc, en résumé, là, on a vu effectivement deux types de campagnes. Donc, les campagnes dites de recherche, donc le search, et les campagnes dites de display qui vont plutôt être sur de la vidéo, de l'image animée, de la bannière HTML5, avec du texte ou sans texte. Donc, on a réellement deux réseaux différents qui vont pouvoir être développés en termes de publicité sur le réseau Google Ads. Alors, structurer ces campagnes, on va directement à l'essentiel. En fait, définition du niveau de qualité, comment on les structure, comment on devrait créer ces campagnes, c'est ce qu'on va voir dans cette étape-ci. Donc, organisation du compte et structure en tant que tel. Alors, un compte ad, ça se présente comment? On a en entité première le compte qui donne un accès donc avec une adresse de courriel, un mot de passe, et on a toutes les informations reliées à la facturation et ou à la comptabilité. Donc, vous pouvez mettre une carte de crédit ou plusieurs cartes de crédit. Donc, ça se fait au niveau du compte. Vous pouvez aller récupérer vos factures de Google. Si vous êtes assujetti à la TVA ou à des taxes, vous pouvez également récupérer les factures avec taxes, puisque maintenant Google, dans certains pays du moins, et au Canada, c'est sûr, facture au moins au Québec la TVQ. Et pas la TPS, étonnamment. Donc, si vous êtes assujetti vous-même à la TVQ, récupérez les factures avec taxes, ça vous permettra de les déduire. En dessous du compte, on a effectivement la campagne ou les campagnes. Au niveau des campagnes, on peut gérer son budget.
On peut gérer sa géolocalisation. Est-ce qu'on veut rejoindre tout un pays, une région, un État, un département? On peut effectivement définir une langue. Est-ce qu'on veut s'adresser à des gens qui ne parlent qu'une langue ou à plusieurs langues, voire toutes les langues? On peut définir une date de début, une date de fin. On peut définir encore d'autres choses, comme par exemple ce qu'on appelle des extensions. On va le voir tout à l'heure, des extensions au niveau du compte. Une extension, par exemple, une adresse qui pourrait être une contact, contactez-nous, qui pourrait être mise en avant dans différentes annonces, un numéro de téléphone, la localisation géographique si vous avez plusieurs magasins avec les fiches Google My Business. Donc, au niveau de la campagne, on peut effectivement régler ce genre de choses, sachant que tout ce qui est défini au niveau de la campagne va avoir une incidence sur tout ce qui va être groupe d'annonces, mots-clés et annonces. Si vous avez décidé de faire une campagne en français et en ciblant par exemple le Canada, et que dans votre groupe d'annonces et dans vos annonces et vos mots-clés, vous mettez des mots en anglais et des textes en anglais, ça va pas très bien marcher. Donc, en règle générale, on fait une logique. Une campagne s'adresse à quelque chose de particulier. Ce quelque chose de particulier, on va le retrouver dans ces groupes d'annonces, ces mots-clés, ces annonces. En dessous de la campagne, on a donc le groupe d'annonces qu'on voit ici. Groupe d'annonces, on peut en faire plusieurs. On peut avoir une campagne générique, par exemple, sur une marque automobile et avoir un groupe d'annonces pour un modèle en particulier, un autre groupe pour un autre modèle, et ainsi de suite. Sachant que à ce moment-là, chaque groupe d'annonces va avoir ses propres mots-clés. Alors, si je fais un modèle, par exemple, je prends un exemple d'une Mercedes, si je fais une campagne que j'appelle Mercedes et j'ai un groupe d'annonces sur un modèle qui est le C300, ben, mes mots-clés pour le groupe d'annonces C300 vont tourner autour de la C300 de chez Mercedes et non pas la A250 ou la GLC 300 ou un autre modèle. On ne va pas mélanger puisqu'il faut que vos annonces par la suite, qui viennent juste en dessous des mots-clés, mettent en avant les avantages que vous auriez à mettre une publicité pour ce modèle. Est-ce que c'est parce que c'est un véhicule neuf? Est-ce que c'est parce qu'il a un bon prix? Est-ce qu'il y a des conditions avantageuses pour l'acheter ou le louer? Donc, c'est important d'avoir une logique entre ce que l'on a décidé au niveau de sa campagne et ce que l'on va avoir au niveau des groupes d'annonces, des mots et des annonces. Donc, au niveau du compte, on a l'accès au compte, on peut donner accès à des tierces personnes, bien évidemment. On peut recevoir des notifications. Donc, notifications voulant dire il y a eu quelque chose qui s'est passé aujourd'hui, plus de clics que d'habitude, moins que d'habitude, plus de conversions, moins de conversions. Tout ce qui est bien sûr la facturation et les préférences linguistiques au niveau de son compte. Ensuite, on va avoir toujours au niveau du compte le suivi du budget. Au niveau de sa campagne, stratégie d'enchère, réseau à cibler, géolocalisation, ajustement d'enchères basé sur le lieu, les appareils, le moment de la journée, options avancées. Toutes ces choses-là, on va pouvoir ensuite les gérer au niveau du compte, donc au niveau de la campagne et au niveau, le cas échéant, du groupe d'annonces. Donc, on a d'un côté le compte, on revient à la campagne, ensuite on a bien le groupe d'annonces, on a les mots-clés et on finit avec les annonces. Ce que je vous remets ici. Donc, un exemple de structure de compte et une bonne pratique d'organisation. Par exemple, ici, je décide de faire une campagne, par exemple, pour meubles. Donc, j'appelle ma campagne meubles et je vais cibler tout le monde, un peu partout. Et je vais créer un groupe d'annonces meubles avec des mots qui vont être, par exemple, sofa, tapis, table de cuisine, tête de lit en cuir. Bon. On s'entend que ça, c'est pas la bonne chose à faire, puisque là, vous mélangez beaucoup d'items différents, beaucoup de produits différents au sein du même groupe d'annonces. La bonne pratique serait effectivement d'avoir, par exemple, si je ciblais le Québec uniquement, eh bien d'avoir une campagne qui va cibler le Québec. Alors en français, sachant qu'au Québec, on a quand même aussi des gens qui sont anglophones, et la différence au niveau de la langue, Google va la faire au niveau du navigateur de l'usager. Si le navigateur est en anglais mais que la personne parle les deux langues, bah, vous pourriez effectivement choisir au Québec de choisir français-anglais, mais de créer votre campagne uniquement en français, ce qui permettra à des gens qui ont un navigateur en anglais de pouvoir quand même avoir accès à votre campagne et de comprendre ce qui en retourne puisqu'ils vont comprendre le français. Donc là, j'ai effectivement fait un ciblage, donc j'ai une région, j'ai une langue, j'ai un groupe que j'ai appelé fauteuil et un autre que j'ai appelé sofa. Ce qui me permet d'avoir effectivement des mots-clés, sofa, sofa, fauteuil, fauteuil, qui sont en rapport direct avec mes annonces et donc avec mon groupe d'annonces. Bonne pratique toujours, donc les paramètres d'une campagne sont appliqués sur tous les groupes d'annonces de cette campagne. Les campagnes doivent être organisées par
objectif commercial ou par thème, le cas échéant. Si vous n'aviez pas d'objectif commercial, est-ce que vous voulez rejoindre au niveau du thème, admettons les personnes, encore une fois, je reprends l'exemple d'une Mercedes, qui aiment Mercedes ou qui aiment les voitures plutôt haut de gamme, ça pourrait être le cas. On essaye d'être le plus granulaire possible dans la structure de ces annonces, c'est important, d'avoir une annonce qui est cohérente avec le contenu de la page de destination, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai cliqué sur mon annonce, ben, j'envoie des gens sur une page. Si je parle d'un modèle, en l'occurrence ici, je prends mettons, le GLB ou le GLA 2020, qui est un magnifique modèle de chez Mercedes, sans faire de publicité, il faut que ma page parle du GLA ou du GLB et pas de la C300, par exemple. Donc c'est hyper important parce que Google va à la fois, comment dirais-je, analyser votre campagne, mais surtout analyser ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la page sur laquelle les gens vont arriver. Si c'est une landing page créée de façon commerciale, il y a peu de contenu, mais à ce moment-là, vous aurez, j'imagine, créé une page vraiment dédiée et spécifique à votre propre promotion. Si c'est une des pages de votre site, envoyez pas les gens sur la page d'accueil. Envoyez-les plutôt directement sur la section ou la page qui traite de ce que vous mettez en avant dans votre campagne pour avoir le plus de chances de convertir et d'avoir surtout un niveau de qualité plus élevé au regard de Google. Et puis, on peut aussi ajuster, bien évidemment, les paramètres de zone, donc zone géographie, bien sûr, mais on pourrait très bien décider aussi de l'heure de la journée à laquelle vous voulez que votre annonce s'affiche ou s'affiche pas. Si vous avez un centre d'appel, ce qui sera probablement pas le cas dans une start-up, mais on ne sait jamais, si vous avez un centre d'appel, et que votre centre d'appel ferme à 17h et que votre campagne est axée sur le centre d'appel, ben, coupez vos campagnes à 17h01, remettez en ligne le lendemain si votre centre d'appel ouvre à 8h, et puis vous recoupez de nouveau à 17h. Et si le samedi et le dimanche c'est fermé, vous pouvez très bien facilement pré-programmer de façon à ce que votre campagne s'arrête le vendredi à minuit et elle repartira le lundi matin à 8h si c'était le cas. Donc là, on a une capture d'écran d'un compte, d'un vrai compte. Hein. Donc on a bien effectivement ici, j'ai campagne sur le réseau de recherche. En bas, j'avais des campagnes de display, j'ai des campagnes de vidéo. Au niveau de la recherche, j'ai effectivement une campagne qui s'appelle ici promotion landing page, par exemple. Et je me retrouve avec mes modèles, puisque là, c'est l'exemple d'un concessionnaire voiture. J'ai effectivement différents modèles. Donc j'ai un modèle, la 220, la 250, la C, la CLA, la GLA, la GLC. Je retrouve le détail de chaque modèle ici, au niveau de mon groupe d'annonces. Et si j'avance, ben là en l'occurrence, je vais être effectivement sur tout ce qui est mots-clés rattachés à la A250, et ici toutes les annonces qui vont être rattachées à la A250. Ce qui fait que quelqu'un qui va effectivement chercher Mercedes-Benz ou Mercedes A250, promotion Mercedes A250, prix Mercedes A250, j'ai toutes les chances du monde, effectivement, de pouvoir le convaincre de cliquer puisque je vais parler du début jusqu'à la fin du A ou de la A250. Alors, créer une campagne sur le réseau de recherche, comment ça fonctionne? D'abord, il faut effectivement vérifier vos objectifs. Donc, en gros, c'est quoi l'objectif que vous voulez faire quand vous décidez de partir une campagne sur Google? Je dirais même lorsque vous partez une campagne sur n'importe quel réseau. Est-ce que c'est simplement d'amener du trafic sur votre site? Est-ce que c'est d'augmenter vos ventes? Est-ce que c'est de récupérer des emails pour une infolettre? Donc, il faut effectivement définir cet objectif. Ensuite, c'est qui votre cible? Est-ce que vous vous adressez plus à des hommes, à des femmes? Est-ce que c'est des gens qui ont 25 à 35 ans, 45 à 55 ans? Voir quel est l'avantage vous pouvez avoir par rapport à vos concurrents. Si on est sur un prix, est-ce que vous pouvez faire une promotion pour être moins cher qu'eux? Si c'est sur un modèle de livraison, ce qui peut être gratuit. Donc autant de choses qui sont à prendre en considération. Et puis après, bah, c'est effectivement de quantifier votre budget. Alors, il y en a qui ont la chance d'avoir effectivement les poches assez profondes, donc ils vont mettre le budget un peu comme ça au nez, je dirais. Et il y en a d'autres qui vont se dire, bon bah ok, j'ai des statistiques par exemple sur mon compte analytique, je fais déjà de la vente en ligne et j'ai un taux de conversion, pour faire court, par exemple de 1%. Ce qui veut dire que à chaque fois que 100 personnes passent sur les pages de mon site web, je fais une vente. Bon, bah, si mes campagnes de ads sont dans la même logique de performance, ce qui en général n'est pas le cas, on est toujours en dessous au niveau du taux de conversion que ce que l'on aura au niveau d'un trafic naturel ou d'un trafic direct. Bon, bah, dites OK, je vais prendre, admettons, 0,50 pour faire un calcul facile, ce qui veut dire que ça va vous prendre effectivement 200 clics pour avoir 1% de conversion. Si le coût au clic moyen est à $1, toujours pour faire court, bah, vous savez qu'il faudra dépenser $200 pour faire une vente. Si vous vendez un produit à 25 pièces, ça marche pas.
Si vous vendez un produit à 5 ou 600 pièces, ça peut effectivement être intéressant. Donc, tout cet aspect budgétaire, vous pouvez faire la démarche avant. Il y a des outils au sein de Google dans le compte Ads qui vous permettent de savoir à l'avance combien vos mots-clés devraient générer plus ou moins de clics en fonction des paramètres que vous avez indiqués, ciblage de la langue, ciblage du sexe, le prix moyen par clic que vous êtes prêt à payer. Donc, toutes ces infos-là vont donner à Google assez de volume, d'infos pour vous dire, voilà, avec les infos que tu viens de me donner, avec ce budget, tu devrais avoir tant de clics. Après, à vous de voir si ce temps de clic-là permet de convertir ou pas, et de monter le budget jusqu'à temps que vous voyez que le fameux 1% ou 2% ou 0,5%, vous l'atteignez et que par rapport à ce que vous vendez, eh bien, vous équilibrez votre dépense publicitaire et idéalement, vous faites des profits à chaque fois qu'une vente serait réalisée. Si c'est plus dans une logique de récupérer des emails, par exemple, pour une liste de diffusion ou simplement augmenter du trafic, à ce moment-là, allez-y avec un coût au clic le plus faible possible et vous aurez effectivement du trafic. Après, à voir si derrière, ces gens-là, ultimement, sont prêts ou pourraient devenir clients ou convertir. Donc le personnage passe rapidement, hein, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, je pense que vous savez un peu ce que c'est, on édite un petit peu et chaque entreprise devrait un petit peu avoir ce genre d'informations sur ses clients. En fait, le persona, c'est qui sont mes clients, comment leur parler et comment les rejoindre. Donc c'est autant de choses que vous pouvez prendre en considération. Il y a un autre outil, je suis pas hyper fan des réseaux sociaux et de Facebook, mais il y a un outil qui existe au sein de Facebook qui vous permet de savoir le niveau de votre page, si vous avez une page entreprise par exemple. En fait, qui est sur votre page? Est-ce que c'est plus des hommes, des femmes? C'est assez détaillé, c'est plus détaillé probablement que Google ne l'offre aujourd'hui. Alors l'idée, c'est de prendre les informations que vous pouvez récupérer de Facebook et les informations que vous pouvez récupérer de Google. Faites un mix des deux. Et puis si vous avez déjà une activité qui existe et que vous avez une base de clients, essayez de voir au niveau de ces clients à quoi ils correspondent. Leur âge, leur profil démographique, où ils habitent. Bon, intérêt, c'est un peu plus compliqué. Mais par contre, au niveau des intérêts et des audiences, là, Google pourra effectivement vous aider puisqu'il va pouvoir vous proposer au fil des jours où votre campagne va être en ligne, en fonction du contenu présent sur votre page ou sur vos pages, vous proposer des thèmes et des audiences qui correspondraient le mieux à ce dont les gens seraient en train de chercher. On peut aussi décider de faire une campagne vers un site web, donc là en l'occurrence ici j'ai un site web, ou de le faire sur une landing page. Si votre site n'est pas monté pour faire beaucoup de conversions, ça peut parfois être intéressant de créer des landing pages. Il y a plein d'outils qui existent, gratuits et ou payants. Le gratuit en général a certaines limites. Le payant a l'avantage d'offrir des produits un peu mieux finis et travaillés. Vous pouvez mettre en fait une landing page avec juste une promotion spécifique avec ce qu'on appelle un CTA, donc un call to action qui est bien positionné. Bon, là, ici, j'ai pas encore ce produit-là. On voit bien, j'ai tant de rabais sur ou 50% sur le truc. Achetez maintenant. Bon, ce site-là, en l'occurrence, est fait pour convertir. Là, le site qui était derrière ne l'était pas, donc on a préféré monter une landing page où on met en avant, voilà les soins qu'on vous propose, les bienfaits de ci, les bienfaits de ça, et puis on peut directement ici cliquer pour réserver un des soins. Alors, créer des pages de destination qui transforment les clics en clients. Donc ça, ce sont des recommandations qui sont issues de ce que Google donne comme information aux gens qui suivent soit des cours avec lui, soit qui connaissent un petit peu, je dirais, le ads. Bon, soyez pertinent, gagnez la confiance des utilisateurs, simplifiez la mise en page et soyez fiable. Il y a une des données qu'il est important de prendre en considération au niveau de vos pages, qu'elles soient celles de votre site ou votre landing page, c'est aussi le temps de réponse, c'est-à-dire le temps de chargement de la page. Votre page doit se charger quasiment instantanément. Et on verra plus tard que dans le compte Ads, on a aussi un indicateur. Google vous donne une sorte de note, à savoir est-ce que votre page, lorsque les gens cliquent sur une annonce et qu'ils arrivent dessus, elle se charge très très vite, elle se charge très vite, elle se charge vite, ou alors elle se charge très lentement. Plus votre page va mettre du temps à charger, moins Google va vous mettre en avant parce que il y aura peu de chances que ça clique plusieurs fois et il y aura surtout peu de chances que les gens convertissent puisque si les gens cliquent, ils vont pas arriver sur votre page, ils vont revenir en arrière, ils vont cliquer sur le lien d'un compétiteur. Donc ces choses-là, vous pourrez les lire, je vais pas passer trop de temps dessus non plus, mais la pertinence, la confiance, la simplification de la mise en page et la fiabilité sont effectivement des choses qu'il faut prendre en considération
au niveau de la qualité de votre page, soit celle de votre site, soit, encore une fois, une landing page. Alors, encore une fois, la structure, on revoit ici, juste pour mémoire, que bon, j'ai effectivement campagne réseau de recherche, j'ai une campagne qui est subdivisée en plusieurs groupes d'annonces qui se subdivisent ensuite avec des mots-clés vraiment rattachés à ce groupe d'annonces, et des annonces qui correspondent aux mots-clés, des mots-clés qui correspondent au groupe d'annonces, qui sont donc intimement liés. Au niveau des mots-clés, là c'est un petit peu, en peu de temps, c'est un petit peu difficile de vous le faire comprendre. On a plusieurs types de correspondance lorsqu'on ajoute des mots au niveau de sa campagne. On a le mode large modifié, l'expression exacte, le mot-clé exact et le mot-clé négatif, ce qui fait en fait finalement 5 types de correspondance disponibles pour ces mots-clés. Si je mets un mot-clé large, donc là je prends les exemples que Google donne lorsque vous suivez des formations ou lorsque l'on va chercher de l'info sur Google Ads par rapport à c'est quoi un mot-clé en mode large, c'est toujours des chaussures. Je sais pas pourquoi, mais Google aime bien les chaussures. Si je prends effectivement chaussures bleues, avec un S ou pluriel, les deux, ça va inclure les fautes, les synonymes, les recherches connexes et toutes les variations pertinentes. C'est-à-dire que si je mets chaussures bleues, ben, je pourrais afficher sur souliers bleus, mais je pourrais très bien l'afficher aussi sur chaussures blanches, par exemple. Donc là, c'est le mode large. En général, le mode large sur un petit marché, si je prends l'exemple par exemple du Québec, possiblement la Suisse, voire la Belgique, on peut s'essayer avec des campagnes, avec des mots-clés en mode large, ça va donner un peu plus d'informations, un spectre plus large pour aller chercher le plus d'infos possible sur qu'est-ce que les gens ont réellement cherché au niveau de Google. Mais il faut déjà, dès le départ, aller avec un mot-clé négatif. Ce qu'on a ici en bas. Un mot-clé négatif, ça va venir en fait contrebalancer le mode large. Donc si par exemple je mets comme négatif chaussures et que je mets comme mot-clé chaussures bleues, je vais jamais sortir sur le terme chaussures ou souliers. Donc ça peut être, si c'est sur la couleur, je pourrais mettre, bon ok, moi je vends des chaussures bleues en mode large, mais je vends que des bleus. Mais en négatif, je mettrais rouge, blanc, noir, toutes les autres couleurs possibles que le bleu. Hein. Donc si je mets du large en mot-clé, tout de suite, je vais penser à mettre du mot-clé négatif. On a ensuite le mot-clé large modifié. On rajoute un petit plus. Alors là, il y a l'exemple qui est chaussures et bleu. On a mis un plus devant les deux. J'aurais pu, par exemple, forcer que sur bleu et pas chaussures. Donc, ça veut dire quoi le large modifié? C'est que ça contient les termes modifiés ou encore une fois des synonymes, mais dans n'importe quel ordre. Ça peut être chaussures bleu, bleu, chaussures, peu importe, chaussures et quelque chose entre les deux. Mais il faut au moins que chaussures et bleu soient là, au pluriel ou au singulier, synonyme ou autre. Ensuite, on a l'expression exacte. Alors, l'expression exacte, on a le mot, là est toujours l'exemple, hein, chaussure bleue, qui est entre guillemets. Donc, ce petit chaussure bleue entre guillemets, ça veut dire que vous allez afficher sur une requête ou une recherche qui va contenir cette expression ou une variation proche. Mais il faut au moins que j'ai chaussure bleue dedans. Et si je le mets au pluriel, il faut qu'elle soit au pluriel. Donc, exemple, acheter chaussures bleues, je pourrais effectivement afficher. Acheter chaussures blanches, je ne pourrais pas afficher. Et puis, on a le mot-clé exact. Donc, on remplace les guillemets par des crochets, où là, je dois avoir effectivement exactement chaussures bleues tel qu'il est écrit, c'est-à-dire, pour le C majuscule, non, mais si j'ai chaussures bleues au pluriel, c'est au pluriel. Si je mets chaussures bleues au singulier, c'est singulier. Alors là, je sais que c'est un peu embrouillant parce que c'est en général, lorsqu'on donne une formation sur Google Ads, c'est la partie un petit peu la plus difficile qu'on essaye de faire avant le lunch pour que les gens soient encore bien allumés. Il y a un petit tableau récapitulatif ici qu'on va regarder, ce qui va vous donner une idée peut-être un peu plus précise. Donc, mais ça, c'est hyper important parce que si vous mettez tout en mode large et pas de négatif dès le départ, vous risquez fortement d'afficher sur beaucoup de requêtes qui n'ont pas rapport avec ce que vous voulez mettre en avant. Si je prends par exemple le mot-clé mécanicien en mode large et que je mets en avant un site qui fait de la mécanique pour les avions, je vais afficher sur toutes les personnes qui cherchent un job au niveau de la mécanique auto ou une formation pour la mécanique auto, puisque mécanicien, on est plus souvent mécanicien automobile que mécanicien avion, par exemple. Donc, si je dois mettre mécanicien en mode large, ce que je ne ferai pas, je mettrai mécanicien, par exemple, avionique ou mécanicien école de formation ou mécanicien avion, et je mettrai tout de suite en mot-clé négatif automobile, garage ou garagiste en l'occurrence.
Donc, requête large, on n'a pas de signe de ponctuation. Là, l'exemple a changé. Après les chaussures, on est dans les chapeaux. Chapeau femme, bon, je vais effectivement afficher sur acheter chapeau dame, vêtements pour femme. Hein, vous voyez, vêtements, chapeau, on n'est pas quand même tout à fait proche. On a le modificateur de requête large avec le fameux plus qui est devant le mot-clé. Donc là, en l'occurrence, j'ai plus femme, plus chapeau, pardon. Foulard et chapeau pour femme, je vais afficher. Chapeau d'hiver pour femme, je vais afficher aussi. Si vous vendez des chapeaux type sombrero, des chapeaux d'été, à ce moment-là, bah, si vous mettez un modificateur avec le plus, mettez tout de suite des mots-clés négatifs si c'est pour l'été, comme l'hiver ou automne. L'expression, donc le mot-clé entre guillemets, chapeau femme toujours, chapeau pour femme bleu, ça marche. Acheter chapeau femme, ça marche. Chapeau femme en solde, ça marche aussi. Le mot-clé exact, donc on remplace les guillemets par les crochets. Là, il n'y a pas d'autre choix possible. Il faut que j'ai effectivement chapeau femme. Alors, chapeau pour femme fonctionne, femme chapeau fonctionne, chapeau dame fonctionne, chapeau femme fonctionnerait également. Et puis les mots-clés à exclure. Alors, on peut mettre les mots-clés à exclure soit en mode exact, c'est-à-dire on veut exclure exactement cette expression-là, ou on peut mettre simplement un seul mot. Si je reprends l'exemple, par exemple, d'une Mercedes, si je vends un millésime 2020, bah, et que j'ai plus de 2019 et moins en stock, je vais mettre en mots-clés négatifs 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, et ainsi de suite. Il y a un outil qui est assez intéressant dans Google, même si ce dernier vient de faire des changements il y a maintenant à peu près 3 semaines, un mois. Lorsque vous allez dans votre compte et vous regardez, vous avez des mots-clés, donc vous avez des mots-clés pour le réseau de recherche, vous avez les mots-clés à exclure, donc ceux que vous auriez déjà exclus ou que vous pourriez exclure, et en bas, vous avez les termes de recherche. En fait, termes de recherche, c'est effectivement ce que les gens ont réellement cherché dans Google et qui ont déclenché un affichage par rapport à votre campagne ou votre groupe d'annonces. Ça ne veut pas dire que vous avez, vous, mis tous ces mots-là, ou toutes ces expressions-là plutôt, mais que vous avez quand même affiché dessus. Donc, vous avez affiché, est-ce qu'il y a eu des clics? Donc, le fameux CTR, on le retrouve ici. Et dans le cas échéant, si vous avez eu des impressions et des clics, est-ce que c'était pertinent d'avoir un clic sur quelque chose que vous ne maîtrisez moins, puisque vous êtes parti plutôt sur des mots en mode large. Dans le cas, par exemple, je reviens sur les mécaniciens, mais j'ai un exemple qui est encore plus parlant. Massage. Un annonceur qui met en mot-clé massage. Et il vend des massages en entreprise sur chaise. Il a été très étonné de voir qu'il avait brûlé des milliers de dollars sur massage homme-homme, massage à 3, massage à 4, massage... vous voyez ce que je veux dire? On n'était pas du tout dans la logique du massage sur chaise en entreprise. Ben, il a été simplement parti beaucoup trop large avec un seul mot générique qui était mot-clé massage. Donc, pour résumer au niveau de la correspondance des mots, large, modificateur avec le fameux plus, expression, le mot ou l'expression qui est entre guillemets, exact qui est entre crochets, et les mots-clés à exclure ou dit négatifs. Alors, pour savoir, effectivement, tout à l'heure je parlais du budget, vous avez un outil de planification qui est gratuit dans le compte Google Ads. Vous indiquez l'URL de votre site ou des mots-clés, vous spécifiez la localisation de votre campagne, pays, langue, et vous allez simplement dire, ouais, bah, donne-moi des idées de mots-clés, donc vous faites obtenir les résultats, et ce que l'on voit ici en bas, il va vous donner effectivement une estimation, alors tel mot-clé génère en moyenne, tant de recherches par mois, et puis vous avez une évolution dans le temps, donc là par exemple c'était de janvier à octobre, et il vous donne une idée de la fourchette basse sur le coût par clic, le CPC, ou la fourchette haute, toujours sur le coût par clic, le fameux CPC. Alors au niveau des statistiques, fourchette basse et fourchette haute, très honnêtement, c'est pas fiable du tout. Google va vous demander parfois de payer genre 6 dollars le clic, ce qui n'a aucun maudit bon sens, surtout sur des petits marchés par exemple comme le Québec. Moi, je dis qu'en général, lorsque vous partez votre campagne, mettez sur un petit marché pas trop concurrentiel, sauf bon si vous êtes dentiste, si vous êtes sur des produits cosmétiques, sur des choses comme ça, vous pouvez attaquer à peut-être 1 dollar le clic. Enfin, dentiste, vous même mettre plus cher que ça. Et si vous êtes dans quelque chose de tout à fait autre que ce que je viens de vous préciser, mettez 50 cents du clic pour une campagne de recherche. C'est largement suffisant pour partir la roue. Et au bout d'un moment, vous allez voir, Google va vous dire,
rien, ça veut dire que vous payez le bon prix. Vous êtes prêt à payer au maximum 50 cents, c'est le bon prix. Si vous êtes trop bas, vous êtes en dessous, c'est que vous avez été peut-être trop agressif. À ce moment-là, vous pourrez vous dire, bah, tes campagnes ne sont pas diffusées comme elles le devraient au max parce que t'es pas assez généreux. Bon, bah dans ces cas-là, vous pouvez modifier, rajouter 10 cents, 10 cents, 10 cents, 10 cents, jusqu'à temps que Google vous dise, bah, ok, parfait, tout est beau, tout est bien. C'est pas la peine de mettre tout de suite du 2, 3 dollars le clic. Et c'est pour ça que quand on parle d'automatisation des campagnes qui vous sont proposées de plus en plus par Google, Google vous emmène vers ce genre de coût-clic, c'est-à-dire beaucoup plus près de 2 dollars que de 50 sous. Aux États-Unis, je peux comprendre qu'une campagne lambda va me coûter 2-3 dollars le clic parce que le marché est beaucoup plus gros. Mais là encore, si je cible un quartier de New York spécifique ou de Washington, je ne vois pas pourquoi je paierais 3 dollars le clic aux États-Unis. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Enfin, on a les bonnes pratiques et les mesures de la performance. Donc, au niveau des annonces, bon, on a plusieurs formats d'annonces et c'est en train encore de changer. On a l'annonce qui était la plus répandue, c'est ce qu'on appelle l'annonce textuelle grand format, qui se compose de quoi? L'URL finale. Donc l'URL finale, c'est là où les gens vont arriver une fois qu'ils ont cliqué dans votre annonce. Donc c'est celle que l'usager ne voit pas. On a trois titres. On a un chemin affiché qui est là pour faire beau. Le chemin affiché, c'est ce que vous voyez ici. Donc j'ai mon domaine sur lequel ma campagne a été éditée, et derrière je peux rajouter promo Mercedes, véhicule neuf, promo C300 2020 à tel prix, je mets ce que je veux, c'est simplement pour faire beau. C'est ce qu'on voit effectivement ici. Les trois titres ont de l'importance parce qu'en fait, bon, ils vont afficher au niveau du titre de votre annonce, et vous voyez bien que par défaut, lorsque vous allez créer votre annonce sur la plateforme Google, vous allez voir à quoi elle ressemble. Et par défaut, Google va toujours vous la présenter sur mobile. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pas mal plus de la moitié du trafic web est réalisé sur mobile. On a un petit bouton, en cliquant, si j'avais ici aperçu un sur deux, si j'allais sur le 2, je la verrais sur un desktop. Mais la majorité, enfin, pas la majorité, dans 100% des cas, lorsque vous allez créer votre annonce, ça va par défaut être le mobile qui va afficher. Donc on a un titre, deux titres, trois titres, on essaye d'être assez convaincant, hein, toujours dans l'esprit du call to action, dire voilà, viens plutôt cliquer ici, c'est mieux que chez l'autre. Et en bas, on a deux lignes de description. Donc on voit qu'on a des caractères à respecter, hein, c'est 30 caractères pour les titres et 90 caractères pour la description. Ça, c'est pour les annonces textuelles grand format. On a ensuite l'annonce dite responsive pour le réseau de recherche. Donc là, on n'est plus sur une logique de 3 titres, on est sur une logique de 12 titres et on n'est plus sur 2 lignes de description, on est sur 4 lignes de description. Ce qui est important à prendre en considération, on essaye, hein, donc là vous avez un petit outil, toujours lorsque vous créez votre annonce, vous voyez, la prévisualisation est toujours par défaut sur mobile. On voit très bien ici, par exemple, Google va vous dire au fur et à mesure, bon, ok, ton annonce, elle est pas mal, mais l'idée vraiment, c'est d'avoir le rond plein, c'est-à-dire d'avoir une cote dite excellente, c'est que votre annonce rencontre tous les critères que Google attend de vous. Et avec tous ces critères, vous devriez obtenir plus de chances d'être affiché en haut, donc plus de chances d'avoir de clics, donc un meilleur CTR, et par définition, un coût au clic moins cher. C'était le deuxième format. Aujourd'hui, lorsque vous créez une campagne, ça fait à peu près une dizaine de jours, hein. On se parle, là, on est mi-octobre 2020. Ça fait une dizaine de jours où, lorsque vous créez une annonce, c'est systématiquement l'annonce responsive qui vous est proposée. Et l'annonce textuelle grand format, c'est-à-dire celle qu'on a vue tout à l'heure, elle est plus affichée de façon automatique. Il faut cliquer, la chercher, faut fouiller un peu pour la retrouver et la créer. Donc Google est en train de nous dire, créer que des annonces responsives, c'est mieux que les annonces textuelles grand format. Ce qui est pas faux. Pour en gérer plusieurs centaines par mois, on a souvent de meilleurs résultats avec les annonces responsives qu'avec les annonces textuelles qui sont ici. C'est juste plus de boulot. Parce que là, effectivement, il faut pouvoir être en mesure de modifier plusieurs titres, plusieurs lignes de description. C'est plus de boulot, donc c'est plus de temps. Mais je ne serais pas étonné que dans quelques mois, les annonces textuelles dites grand format disparaissent au profit des responsives sur le réseau de recherche et peut-être, pourquoi pas, un nouveau type d'annonce qui pourrait être créé. On a ensuite le troisième type d'annonce, mais qui est relié aussi à un groupe d'annonces différents, c'est-à-dire ce qu'on appelle des groupes d'annonces dynamiques. Alors ça, c'est assez simple à créer. En fait, on n'a pas trop besoin en fait de choisir des mots. On va simplement
donner à Google des URL, ou une ou des URL. On va compléter 2 lignes de description qui sont chacune de 90 caractères. On peut reprendre celles qu'on a utilisées sur les annonces responsives ou les annonces grand format qu'on avait vu tout à l'heure. Et tout le reste, vous voyez, l'URL finale, le titre et l'URL affiché, c'est Google, tout seul, comme un grand, qui va effectivement générer ça en fonction du contenu qu'il va retrouver sur là ou les pages que vous aurez indiquées pour être en fonction dynamique. D'où le terme d'être dynamique, c'est que finalement, l'URL, le titre et l'URL affiché vont changer en permanence en fonction du comportement de l'usager, en fonction de ce qu'il a fait sur Google, de ce qu'il a vu avant, de ce qu'il aurait peut-être fait le cas échéant sur votre site. On est un petit peu dans l'esprit du remarketing sans vouloir le dire. Et c'est donc Google qui va effectivement le générer. En général, si c'est bien, si vos contenus, vos pages ont un contenu qui est de bonne qualité, si c'est bien monté, ces annonces-là ont un bon succès. Ça permet souvent d'avoir un coût au clic qui est pas trop élevé et un bon CTR en retour. Alors, au niveau de la création des annonces, bon, moi, j'utilise un fichier Excel. D'ailleurs, je pense que Startup 30 pourra, le cas échéant, vous l'offrir s'il y a nécessité, où je reprends en fait les lignes. Donc, Ad Group, c'est le nom de mon groupe d'annonces. Headline 1, bon, il faut le mettre en anglais parce que Google, il comprend pas le français quand on veut lui. Par exemple, si on voulait le pousser via un autre outil qui est Google Ads Editor, pardon, il faut que ce soit que les titres des colonnes soient en anglais. Donc, headline 1, 2, 3, c'est mes titres, hein, 1, 2, 3. Line description 1, 2, c'est mes lignes de description 1 ou 2. Display URL 1, 2, c'est la fameuse URL qui s'affiche. Et destination URL, c'est l'URL où les gens vont effectivement tomber. Donc, moi, je travaille sur mon fichier Excel avec ici, vous voyez, j'ai des petites colonnes, la C et la E, j'ai 30 et 30 par exemple. Je pourrais avoir ici, j'ai 90. Je pourrais faire la même chose pour les annonces responsives, hein, donc j'aurais à ce moment-là plus de lignes, c'est tout. En fait, si j'écris quelque chose ici dans la colonne B2, ici, et que je mets 31 caractères, je vais avoir un gros -1 en rouge. Ça veut dire que mon texte est trop long. Il ne va pas rentrer dans les critères que Google, entre guillemets, m'impose au niveau des campagnes de recherche. Et je préfère en fait travailler à tête reposée, penser à mes campagnes, à mes mots-clés sur un fichier Excel que d'être devant l'outil de Google et d'essayer de rentrer quelque chose qui marche pas. Je le fais effectivement sur Excel. Une fois que c'est correct, je peux vérifier mon orthographe et mes fautes de frappe le cas échéant. Et je peux ensuite soit copier-coller chacune des lignes dans le compte Google Ads directement, soit les exporter via l'outil Google Editor, auquel cas en 2 clics, je peux lui envoyer comme ça 50 annonces avec plusieurs mots-clés par annonce, ça prend beaucoup moins de temps. On a aussi les extensions d'annonces qui est important de créer. Extensions d'annonces qui peuvent être des extensions d'applications, d'appels, de lieux, d'extraits, d'accroches, de liens annexes. Hein, il y en a toute une liste ici. Et on voit par exemple à quoi ça peut ressembler. Donc, extension d'annonces, voir nos promotions, extension, évaluer votre véhicule. Ça peut être l'extension de lieu, ça pourrait être le numéro de téléphone, comme ici, qui pourrait être une extension également. Sachant que les numéros de téléphone sont des numéros qu'on appelle click to call. Donc, si je clique sur mon téléphone cellulaire ou même mon desktop sur le numéro, ça va directement appeler le concessionnaire ou la personne à qui j'aimerais parler. On a par exemple ici des 598 par mois, 0 comptant, 7 vitesses, il y a un petit plus. Donc tout ça, ce sont des extensions. Ça permet, si on est positionné dans le haut de la page de résultats de Google, déjà de prendre plus d'espace que ses compétiteurs et de donner plus d'informations. Donc on a un bloc qui est mis plus en avant à l'usager et bien évidemment, dans ces cas-là, on va tenter de l'inciter à cliquer plus sur notre annonce que celle qui est en dessous. Donc, créer des annonces efficaces, bon, on essaye de reprendre les ou le mot-clé principal dans le contenu de votre annonce. On essaye de mettre effectivement des éléments qui vont être différenciants. Donc, ça peut être livraison gratuite, à partir de tel prix, ça peut être plein de choses dans ce genre-là. On peut mettre un appel à l'action. Donc, c'est cette offre se termine dans 2 jours, par exemple. On renvoie les gens vers une page de destination qui est bien montée, qui est pertinente par rapport à l'objectif de sa campagne et de son groupe d'annonces. Et surtout, on ne peut pas te gâter, hein, on fait des tests. Si on voit qu'on a 3 annonces qui marchent et 2 qui ne marchent pas, on arrête celles qui ne marchent pas et on va retravailler celles qui fonctionnent pour essayer d'avoir le plus haut CTR possible au niveau de ces annonces. Et bien sûr, la même chose au niveau des mots-clés. Si les mots ou expressions qu'on a mis ne fonctionnent pas, ont une note vraiment trop basse,
Soit c'est qu'on est à côté de la plaque, soit qu'on n'a pas tout à fait le bon contenu sur la page de destination. On peut modifier sa page, on peut faire ce qu'on appelle du A/B testing, donc une page A, une page B. Ou alors, si le mot-clé veut toujours pas se lever et avoir une note cohérente et correcte, à ce moment-là, on peut décider simplement de supprimer le mot-clé. Au niveau du ciblage, effectivement, hein, on peut cibler en fonction de la démographie. Donc là, on revient un peu au persona. Donc, je pourrais pratiquement décider de payer plus cher. Admettons, ici, je vois que ce groupe-là, 45-54 ans, a fait, mettons, une conversion. Bah, je pourrais décider de payer ici, j'ai un petit crayon, en cliquant dessus, je pourrais dire, bah, je suis prêt à payer plus cher, 5%, 10%, 2%, 20%, 30%, pour le groupe d'âge 45-54 ans. Et je pourrais aussi décider de payer moins cher pour, par exemple, le 35-44 ans, auquel cas, le même petit crayon, au lieu d'augmenter, j'aurais le choix de diminuer. Et à ce moment-là, je pourrais décider de payer moins 5%, moins 10%, 15%, 20%. On peut aussi exclure. Vous voyez ici, par exemple, en bas, on a un petit sens interdit, comme quoi j'ai exclu les 18-24 ans de cette campagne. On peut exclure, sauf que là encore, les règles ont changé. Et Google change les règles très souvent. Toutes les compagnies qui font aujourd'hui de la promotion sur des offres d'emploi et ou de l'accession au crédit ou à la finance, on ne peut plus exclure les gens. Parce qu'il y a apparemment eu un peu de ségrégation qui a été faite, donc on ne peut pas dire bah, j'exclus des gens si par exemple je vends du crédit. Alors vous afficherez sur les 18-24 comme les 45-54, même si votre cible n'est pas les 18-24, on n'a pas le choix. Sur toutes les propriétés Google, on ne peut pas exclure des gens pour ceux qui sont, je le répète, dans le domaine de l'emploi ou de l'accessibilité au crédit ou la finance. On peut bien sûr faire du ciblage géographique. Alors, on peut cibler ici, bon, c'est Montréal et les environs. Bon, on voit par exemple que pour ce client-là, on cible la grande couronne de Montréal, on va jusque très haut dans les Laurentides, mais on a exclu effectivement Laval. Pourquoi? Parce que dans ce cas de figure, on ne peut pas cibler Laval parce qu'il y a un concurrent à Laval. Et puis, malgré le fait qu'on ait bien ciblé la zone que l'on avait sélectionnée, on s'est rendu compte, par exemple, à la longue, qu'on avait des clics qui intervenaient de Sainte-Agathe, de Chelsea, près d'Ottawa, ou de Sherbrooke, ou de Victoriaville. Bon, alors on a beau cibler les choses, les gens peuvent bouger, et puis Google n'est pas non plus infaillible. Bon, bah, à ce moment-là, on dit, OK, bon, pas de souci, j'ai eu, mettons, je crois, 10 clics à Victoriaville, je suis spoté ici à Mirabel, je ne peux pas livrer à Victoriaville, je peux décider d'exclure, effectivement, soit des villes, soit des codes postaux, soit un État, une province, voire quasiment un pays. Donc ça, c'est important. Vous ciblez au départ exactement ce que vous voulez rejoindre. Laissez tourner votre campagne une quinzaine de jours si vous avez un beau volume de clics et allez voir vos statistiques en termes de rapport géographique et vous allez voir d'où les clics sont intervenus de façon géographique. Si vous remarquez qu'il y a des coquilles ou il y a des zones que vous n'avez pas ciblées ou qui sont vraiment trop en dehors de votre ciblage ou vraiment beaucoup trop éloignées de là où vous êtes, n'hésitez pas. On va simplement dire, on va exclure tel code postal ou telle ville, telle ville, telle ville. On peut aussi faire un ciblage. Alors oui, on peut faire un ciblage par appareil et surtout, on peut encore une fois ajuster ses enchères. On a effectivement donc les 3 devices qui apparaissent, desktop, mobile et tablette, sachant que la tablette c'est de moins en moins utilisé, même si la marque à la pomme nous en sort des magnifiques à toutes les 6 mois. Il y a de moins en moins de personnes qui utilisent les tablettes. Par contre, mobile, oui, ça c'est clair que c'est ce qui monte le plus. Alors, si vous vous rendez compte que vous avez paramétré des conversions et que vous avez plus de conversions sur mobile et moins sur ordinateur, vous pourriez très bien ajuster vos enchères à la hausse en disant bah, je paye plus sur mobile, mais je paierai moins par exemple sur ordinateur. Et si au bout d'un moment vous dites bah, les tablettes c'est vraiment pas intéressant pour moi, allez sur l'ajustement des enchères, mettez diminuer, mettez 100%, vous enregistrez et il n'y aura plus d'annonces de votre compte qui passeront sur des tablettes. Pareil au niveau de l'heure, on peut envisager d'ajuster les enchères à la hausse, à la baisse, en fonction de certains jours de la semaine, en fonction de certaines heures, soit après analyse. Donc ça prend quand même au moins un mois et demi de statistiques après analyse des statistiques et des performances de vos campagnes. Est-ce que vous faites plus de conversions tel jour, telle heure et autres? Ou aussi parce que vous avez peut-être, là encore, je reviens à l'idée d'un centre d'appel, vous avez peut-être plus de monde sur le plancher qui est disponible le mercredi ou le mardi de telle heure à telle heure, vous êtes prêt à payer plus cher pour vous assurer toutes les chances possibles de sortir en haut des résultats de recherche avec Google Ads. On peut aussi cibler par audience, hein, oui, ça fait beaucoup de ciblage, toujours au niveau des campagnes de recherche.
Là, je reviens sur l'audience liée à mon concessionnaire automobile. Bon, bah, j'ai ciblé les véhicules à moteur neuf, les SUV parce que j'ai aussi des SUV qui sont proposés, voitures de luxe, la marque Mercedes, les hybrides alternatifs, et je peux décider là encore d'ajuster mes enchères, c'est-à-dire je suis prêt à payer plus pour telle audience, moins pour telle audience, et je peux comme ça me voir un petit peu, bon, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en termes de coût de conversion? Par exemple, ici, je regarde que véhicules à moteur m'ont généré 84 conversions et Mercedes 58. Alors que le SUV et voitures de luxe m'en ont généré zéro. Bon, c'est vrai qu'elles ont coûté beaucoup moins cher aussi en termes de budget, mais ça ne génère pas. Donc si ça ne génère pas au bout de X temps, ben, je peux décider de payer moins cher en plus sur les audiences qui ont été ajoutées. C'est un critère de ciblage en plus qui vient s'ajouter au-dessus de vos mots-clés. Niveau de qualité et stratégie d'enchère, on y arrive. Comment êtes-vous facturé? Alors, vous êtes facturé en fait en fonction d'un score, ce qu'on appelle un composant de score de qualité. On pourrait le diviser en trois. Qualité et vitesse de la page de destination, le taux de clic attendu par Google en fonction de votre annonce, de vos mots et de votre page de destination, et bien sûr la pertinence de l'annonce. Le tout doit être relié. Si vous reprenez tout à l'heure l'exemple meubles, je mélange tout, c'est sûr que la pertinence et la page ne vont pas matcher. Donc, vous n'aurez pas un bon score de qualité. En fait, comment ça se passe? Là, on a un exemple très simple. On a Yasmine qui est première au niveau de l'affichage des résultats payants. Elle paye, pour faire court, $1 du clic. Elle a un niveau de qualité au niveau de ses mots-clés qui est, ou pour un mot-clé en particulier, qui est de 10. On a Jean-René qui est deuxième, il paye le même prix. Il a mis une enchère de 1, mais il a un niveau de qualité de 8. Donc, il se retrouve effectivement derrière Yasmine. Et enfin, on a Mathieu. Pauvre Mathieu, il est troisième, mais très honnêtement, Mathieu, avec une note de qualité de 3, serait quasiment en bas de la page. Donc, il aurait de l'impression, mais pas de chance d'avoir de clic. Mais lui, en fait, il accepte de payer beaucoup plus cher. Donc, il paye $2,35, donc plus du double. Mais vu que son niveau de qualité du mot-clé, encore une fois, je reprends meuble versus sofa en cuir, il est médiocre, et ben, il est classé en bas et il paye beaucoup, beaucoup plus cher. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est une étude qui a été réalisée sur 2019 et un petit peu de 2020 par un cabinet tout à fait indépendant. Il y a eu plusieurs centaines de milliers de groupes d'annonces qui ont été analysés. D'ailleurs, le nom de la compagnie m'échappe. Et on voit en fait le niveau de qualité. Donc, à côté de chaque mot-clé dans votre compte Google Ads, vous avez une note qui va, au fil des temps, au départ, il n'y en a pas parce que Google, il faut lui laisser le temps de comprendre. Mais au bout de quelques jours, une semaine, vous allez avoir une note qui va afficher. Alors, vous avez la note maximale, 10. Donc, on voit par exemple 10, 8, 9. Et on voit que par rapport à la note médiane, qui est 7 et non pas 5, dans l'esprit de Google, pourquoi je ne le sais pas, 7, c'est en gros, voilà, je suis prêt à payer tant, Google vous charge tant. Mais vous avez 8, 9, 10, vous payez moins 12, moins 22, moins 30%, parce que Google voit effectivement que votre campagne performe très bien, elle affiche beaucoup, mais elle clique beaucoup. Beaucoup de clics veut dire beaucoup de sous dans sa poche. Donc il est prêt à vous faire un deal, paye moins, mais en plus, et tout le monde va être content. Et on voit que ça peut être de moins 30% par rapport à la médiane qui est 7. Si vous avez 6, qui est sur 10 encore une bonne note, vous êtes déjà à plus 16% par rapport à la note de 7. Et plus vous descendez, donc le 1, j'en parlerai pas parce que avoir une note de 1, c'est quand même pas possible, dans mon esprit du moins. Par contre, des notes de 3, ça arrive assez souvent. Mais regardez, 3, vous payez plus 133% que 7. Si vous regardez le moins 30 par rapport à 10, c'est que vous payez plus 160% par rapport à une note de 10. C'est-à-dire qu'en gros, entre 2, 3 et 4, vous payez presque le double qu'un mot-clé qui aurait une note de 10. Donc ça, c'est vraiment un indicateur qu'il faut regarder dès il commence à s'affiner et qu'il commence à apparaître dans votre compte. C'est vraiment de voir quelle note vous donne Google par rapport à votre mot-clé. Si c'est un mot-clé large, vous n'avez pas une très bonne note, essayez le mode phrase, c'est-à-dire expression exacte. Si ça marche pas encore, essayez carrément le mot-clé exact. Et si ça marche toujours pas, c'est que le mot-clé est pas en rapport avec l'annonce ou ce qu'il y a dans votre page. Donc, ou vous modifiez l'annonce et vous modifiez votre page, ou vous supprimez le mot-clé directement. Ce sera beaucoup plus rentable pour vous que de laisser des mots avec un indice de qualité qui est vraiment très mauvais.
Au niveau du budget quotidien, vous dites en gros à Google, voilà, moi je suis prêt à payer tant par jour. En fait, Google, ce qu'il va faire, il va prendre votre budget quotidien multiplié par 30,4, ce qui va vous donner à peu près votre budget mensuel, hein, parce qu'il y a des mois à 30, des mois à 31 jours. On avait jusqu'à présent deux méthodes de gestion accélérée standard. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus accéléré standard, il y a juste standard. Vous mettez votre budget et Google va effectivement décider, en fonction de la performance de votre campagne, de le lisser dans la journée, si votre campagne tourne 24 heures par jour, pour avoir le plus de chances possibles d'exploser. Alors, quand on parle de 24 heures, on s'entend que la nuit, il n'y aura pas beaucoup de requêtes. Donc, Google va plutôt consommer votre budget sur les jours et les heures ouvrables, c'est-à-dire 6 heures du matin jusqu'à 22, 23, voire minuit. Mais à 3-4 heures du matin, si vous n'avez pas de budget et que votre annonce n'affiche plus, en général, c'est pas plus dramatique que ça. Au niveau de la stratégie des enchères, donc là, il y a effectivement encore du choix, mais là encore, ça change. On a le coût par clic manuel, donc en fait, c'est vous-même qui décidez manuellement combien vous êtes prêt à payer pour chaque clic sur un mot-clé en particulier ou pour un ensemble de mots-clés. On a le CPM qui va plus être proposé pour les campagnes dites de display, donc le fameux coût par 1000 impressions de vos annonces, vous êtes chargé tant du 1000 et vous décidez, moi je suis prêt à payer tant du 1000 et pas plus par exemple, sachant que le coût par 1000, ça vous garantit pas un clic, c'est simplement, ça vous garantit d'avoir tel, admettons vous dites, je suis prêt à payer 5 dollars pour 1000 impressions, c'est 1000 impressions, s'il n'y a pas de clic, vous avez quand même dépensé 5 dollars. Alors que quand vous payez au clic, s'il y a des impressions, il n'y a pas de clic, votre pub a été vue, mais elle n'est pas cliquée, ça ne vous coûte pas d'argent. Le CPA, donc ça c'est un enchérissement qui se fait en fonction de ce que vous êtes prêt à payer pour une conversion. Le CPA, on ne peut l'activer qu'à partir d'un moment où où Google a déjà enregistré au minimum une centaine de conversions. Donc au début, si votre compte part à zéro et il n'y a pas de conversion, vous ne pourrez pas utiliser le CPA. Vous ne pourrez utiliser que le CPC manuel ou les stratégies d'enchères dites automatiques. À ce moment-là, c'est Google qui va, en fonction de votre budget, lui-même renchérir pour vous donner le plus de chances possible d'afficher et d'avoir des clics. Ça peut générer des conversions et quand vous avez assez de conversions dans votre compte, de toute façon, Google va vous informer. Vous aurez un petit message. Vous pourrez décider de passer au CPA. Méfiez-vous toutefois quand même. Si votre CPA, je dis un exemple, est à 5 dollars, il y a de fortes chances que Google va vous proposer un coût par action ou un CPA au-dessus de 5. Vous pouvez vous tenter, si vous êtes déjà à 5, de mettre 4,80 et de laisser Google faire. Ça peut marcher, c'est pas garanti, parce que Google, là encore, je vous le répète, c'est pas une ONG. Le but, c'est de vous prendre un petit peu de sous quand même. Et puis, au niveau des stratégies optimisées, on a le CPC, on a le CPA cible, on a maximisé les clics, le ROAS cible. Très honnêtement, il y a très très peu d'intérêt avec ces stratégies d'enchères. Ça, c'est des stratégies qui vous sont proposées avec le temps que vous pouvez effectivement décider d'activer ou pas. Bon, le taux de surclassement, le ROAS, très honnêtement, je vous le déconseille. En fait, le ROAS, c'est quoi? C'est un objectif de retour sur investissement publicitaire. Il y a peu d'utilité. L'emplacement non plus. Par contre, maximiser les clics, ça peut être intéressant. Un CPC optimisé, ça peut aussi être intéressant, puisqu'il va pouvoir ajuster le CPC manuel en fonction de la probabilité, mais toujours d'une conversion. Si vous n'avez pas paramétré les conversions, si vous n'avez pas les conversions d'installer dans votre compte, Google ne pourra donc pas utiliser les conversions à court ou à moyen terme. On va bien sûr pouvoir mesurer et optimiser ses performances. Donc, le suivi des conversions, c'est quoi? Bon, l'internaute ou l'usager fait une recherche sur un produit, un service, il va à votre annonce, il clique dessus, il va sur votre page ou sur votre site, il fait un achat et automatiquement, avec les tags de conversion de Google Ads et ou de Google Analytics, hop, on renvoie l'information. Donc, ça nécessite d'installer un ou des tags de conversion aux endroits stratégiques. Ça renvoie l'information Google en disant, tel mot-clé dans tel groupe et telle campagne a généré une vente de, mettons, 100 dollars. Vous laissez un petit peu le temps que l'information revienne et vous verrez dans votre compte Google Ads, tel mot, telle campagne, tel groupe d'annonces, telle annonce et ou tel mot a généré une vente de temps.
Ça, je dirais que c'est primordial. Alors, que ce soit pour la vente, c'est garanti, il faut le faire, mais ça peut très bien être envoyer un formulaire, le formulaire a été complété, envoyé, c'est une conversion, un abonnement à quelque chose, l'abonnement est complété, c'est une conversion, ou pour certains, ça pourrait être par exemple, bon, ben, j'ai un site de contenu avec énormément de contenu, j'ai des articles de 5-6 000 mots qui durent 5 minutes à la lecture, ben, vous pourriez dire qu'à chaque fois que quelqu'un lit un de vos articles à 5 minutes et plus, c'est aussi une conversion. Donc, pour paramétrer ces conversions, on a directement dans l'outil Google en haut à droite conversion. On choisit si c'est pour un site web, si c'est pour une application, si c'est par exemple pour enregistrer des appels téléphoniques, ou on pourrait aussi les importer. Parce que si vous avez un compte Google Ads, je vous recommande d'avoir aussi un compte Google Analytics. Vous pourriez avoir créé des conversions qui sont plutôt des objectifs dans Analytics et les importer directement dans votre compte Google Ads. Si vous choisissez de le faire au niveau de ads, c'est-à-dire de créer des conversions, ce que je vous recommande fortement, importer celle de Analytics, c'était une très bonne pratique il y a encore pratiquement 2 années en arrière. Mais aujourd'hui, il y a tellement de canaux possibles pour réaliser une conversion. Google Ads est capable de suivre l'intégralité du chemin qui va mener à une conversion. Analytics n'est pas fait vraiment pour ça. Donc, Analytics, c'est j'arrive sur le site, je fais quelque chose, boum, c'est bien. Sauf que si j'arrive sur le site, je sors, je passe par une app où je m'en vais ailleurs et je reviens plus tard, beaucoup plus tard, Analytics aura du mal à savoir que la conversion vient de telle origine. Avec Google Ads, c'est pas le cas. Donc, je vous recommande plus de créer des conversions ads avec ads. Et de toute façon, vous retrouverez ces conversions ads dans votre compte Analytics. Vous me faites l'inverse. Vous les créez avec Google Ads et vous les envoyez dans Analytics. Donc, on va simplement choisir quel type de conversion je veux faire. Est-ce que c'est un achat, un prospect, une page vue, une inscription ou quelque chose? Je donne un nom. Je peux mettre une valeur qui est identique, 1, 2, 10, 15, 20, 100 dollars, ou alors j'ai une valeur différente. Ça, c'est dans le cas de figure aussi, par exemple, j'ai une boutique en ligne, donc plein d'items qui sont à vente et ces items ont tous un prix différent. Je vais plutôt cocher qu'ils ont une valeur différente et je vais paramétrer mon compte Ads de façon à récupérer chaque montant, chaque vente réalisée au niveau de mon site web. Est-ce que je sélectionne toutes les conversions? Donc là, c'est simple. Hein. Si vous mettez toutes, c'est bon pour le suivi des achats. Si par contre, vous faites juste des prospects ou des inscriptions, allez plutôt choisir une seule, ça sera mieux que de les prendre toutes. Et on peut ensuite paramétrer, donc période de suivi, est-ce que vous voulez suivre la conversion pendant une période de 30 jours, 45 jours, 60 jours, 90 jours après l'affichage de la pub, est-ce que c'est juste une journée, ou 2, ou 5, ou une semaine, ou 10, ou 15, ou 20 est-ce que vous voulez l'inclure dans les conversions, oui ou non? Et le modèle d'attribution, vous avez 4 ou 5 choix de mémoire qui sont proposés. Vous avez le dernier clic, vous avez le premier clic et vous avez linéaire. Prenez plutôt linéaire. Ça vous permettra en fait d'enregistrer une conversion parce que la personne peut cliquer une fois, elle peut revenir, voir une deuxième annonce, recliquer et faire une transaction. Il vaut mieux l'avoir de façon linéaire que du dernier ou du premier clic. Une fois que vous avez fait ça, vous confirmez votre conversion. Vous allez récupérer un petit code qui est installé. Soit vous le faites installer par votre programmeur, soit vous utilisez par exemple les balises Google Ads avec Google Tag Manager, auquel cas vous utilisez Google Tag Manager, c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple de pouvoir les déclencher. Et vous avez besoin de personne pour le faire parce que Tag Manager va vous permettre en fait de pouvoir gérer toutes les tags de conversion, que ce soit Facebook, que ce soit Google Ads ou même Bing, tout pourra se passer via Tag Manager. Alors, calculer son retour sur investissement, bon, ça c'est un petit peu de la mathématique. Hein. C'est quoi le ROI, donc le fameux retour sur investissement? C'est en fait les revenus moins les coûts que vous avez divisés par les coûts. Ça donne votre retour sur investissement. Là, quand on parle de coûts, en l'occurrence, c'est les coûts publicitaires, bien évidemment. Donc, vous savez que si vous investissez tant, hein, je reviens tout à l'heure à l'élaboration du budget, si vous vendez des produits à 20 dollars et qu'il vous en faut 200 pour en vendre un, c'est pas le ROI idéal. On a bien évidemment énormément de rapports disponibles dans Google. Vous avez des rapports qui sont préenregistrés, que vous pouvez éditer en tout temps. Vous pouvez vous les programmer tous les jours, toutes les semaines, les recevoir par email ou simplement les consulter quand vous êtes dans votre compte. C'est assez facile pour ceux qui connaissent un petit peu Google Data Studio. On arrive facilement en fait
à monter un rapport Google Ads un petit peu comme Data Studio, c'est du drag and drop, hein, on prend un item, on colle, toc, 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 on choisit une date, le rapport, on l'enregistre sous un nom et on peut effectivement le conserver. Sachant que dans votre compte Google Ads, c'est-à-dire lorsque vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte, vous allez avoir par défaut les campagnes. Si vous cliquez sur une campagne, vous aurez tous les groupes d'annonces qu'on voit ici à droite, à gauche, pardon, qui vont s'afficher. Vous pouvez aussi paramétrer toutes les colonnes que vous voyez. Vous avez ici colonne, en cliquant sur le terme colonne, vous pouvez en enlever et vous pouvez en ajouter. Par exemple ici, qu'est-ce qu'on voit toujours pour mon fameux concessionnaire, bon, celle qui a le plus de clics, par exemple, c'est la GLC 300, on a 160 clics, on a eu un coût par clic moyen de 1,84 $, le fameux CTR qui est de 4,11, qui est dans une cote plutôt haute en termes de qualité de campagne. La CLA avec 1,43, c'est moyen. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que je retravaille ce groupe d'annonces-là. Donc le GLC a un CTR de 4, j'ai eu 3 conversions sur la période définie, donc là c'était sur 22 jours par exemple. La valeur de conversion, parce que là je ne vends pas un véhicule en ligne, donc j'ai affecté une valeur de conversion qui est toujours la même, qui est 100 $, ou un petit peu moins d'ailleurs, je ne sais plus trop. Valeur de conversion, coût, donc en gros, voilà, c'est combien ça m'a coûté divisé par le montant de ma conversion. Le taux d'impression, ça c'est important sur le réseau de recherche. Donc je vois que en moyenne, mes annonces affichent en moyenne à 82% des fois qu'il y a une requête qui correspond à ce que je veux mettre en avant et aux gens que je veux rejoindre. Le taux d'impression en première position sur le réseau de recherche. Donc ça veut dire que dans 64% des cas, dans les 82% de fois où je l'ai affiché, j'étais tout en haut de la page de résultats. J'ai perdu un petit peu effectivement de taux d'impression, donc j'ai une perte de 8%, ce qui fait, si je fais 8,53 plus 82, je suis pas loin de 100, ce qui est logique. Et là, j'ai rentré, voyez-vous, les données, par exemple, de statistiques de mon compte analytique. Donc je vois par exemple que mes campagnes ont quand même une très bonne qualité de trafic, parce qu'en moyenne, les gens vont voir 4 pages suite à un clic sur une de mes annonces. Donc ça, c'est plutôt très bonne qualité en termes de retour. Et là, il y a eu juste 3 appels téléphoniques, sachant que Google enregistre les appels téléphoniques qui sont générés via vos annonces Google Ads. Si l'appel dure plus de 30 secondes, il considère que c'est une conversion. S'il dure moins de 30 secondes, il n'est pas comptabilisé. Et puis, je me retrouve avec mon taux de conversion, de nouveau l'ensemble de mes conversions et le coût par conversion moyen. Donc, ce tableau que vous avez ici, vous pouvez simplement le mettre à votre main, je dirais, dans l'onglet colonne, et vous pouvez le visualiser en tout temps. Les indicateurs qui sont à suivre, le taux de clic, hein, le fameux CTR, donc je reviens ici sur le CTR que l'on voit ici, ça c'est important. Dès que vous dépassez 3, vous êtes en bonne position, ça veut dire que ça fonctionne effectivement bien. Niveau de qualité des mots-clés, rappelez-vous, hein, entre 1 et 10, le coût à payer est énorme. Le coût par clic, donc le CPC ou coût par clic moyen, le coût par conversion et le taux de conversion également, donc c'est le nombre de conversions divisé par le nombre de clics. Donc je pense que ces indicateurs-là sont effectivement, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 5, mais on pourrait en avoir plus d'une cinquantaine, mais ces 5-là, à mon sens, font partie de ceux qui sont réellement importants à suivre. Et puis, bien évidemment, pour aller un peu plus loin, je vous recommande d'avoir, bien sûr, votre compte analytique sur Google, qui est de surcroît gratuit. Hein, c'est gratuit, autant en profiter. Et je vous recommande de lier vos comptes Ads à votre compte analytique. Vous pouvez importer les objectifs, effectivement, dans votre compte Google Ads. Ça, c'est pas gênant. Même si aujourd'hui, je vous le redis, je préfère de plus travailler avec les conversions générées avec le compte Google Ads et que vous les exportiez vers le compte analytique. Et ça va vous permettre en fait d'avoir beaucoup plus d'informations sur le comportement des usagers qui sont venus via vos campagnes dans votre site ou sur vos pages. Vous pourrez effectivement décortiquer de façon très précise combien de pages, combien de temps ils sont restés, le fameux taux de rebond, hein, en anglais le bounce rate, qu'est-ce qu'ils ont acheté comme produit, si vous avez le e-commerce d'implémenter et le e-commerce amélioré, quels produits ils ont acheté, quelle catégorie de produits ils ont acheté. Donc autant d'informations qui sont effectivement très pertinentes et qui vont vous permettre effectivement de pouvoir mieux gérer votre trafic et vos campagnes. Voilà pour cette formation très raccourcie sur le programme Google Ads.
J'espère qu'elle aura eu le mérite de pouvoir vous ouvrir un petit peu les yeux, vous donner de l'information. C'est une base, bien évidemment. Il existe des professionnels qui sont sur le marché qui pourront certainement vous aider. Si vous décidez de le faire par vous-même, par contre, quelque chose qui est important de ne pas faire, c'est de démarrer ce qu'on appelle des smart campaigns. Ça, c'est un produit que Google offre à tous les novices. Hein. Vous cliquez sur un bouton, ah, démarrer une campagne facile. Là, ça vous prend effectivement 4 clics. Il n'y a pas beaucoup de configuration à faire. Mais alors attention, parce qu'au coup au clic, j'ai vu des campagnes comme ça, dites smart campaign, avec des clics à plus de 10 dollars. 10 dollars le clic sur un marché comme le Québec, ça veut dire que là, Google se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous dans sa poche. Donc, si vous démarrez vous-même votre campagne, ouvrez tout de suite un compte Google Ads dit professionnel, entre guillemets, et ne partez jamais de Smart Campaign. Voilà, merci de m'avoir écouté, et puis bonne chance à tous, et au plaisir peut-être de se revoir pour une autre vidéo. Merci de m'avoir